heureuse de vous retrouver à ce rendez-vous de l'actualité environnementale. Voici les titres. La campagne nationale de reboisement se poursuit dans les régions du Togo. Les natifs du Grand Cloto ont mis en terre près de 10 000 plants dans 4 préfectures de la région. Le coup d'envoi a été donné sur le site de l'hôtel 30 août à Kbalimi. Les détails dans ce journal. Les ministres de l'Environnement du G20 avancent vers un accord de solution contre le changement climatique. Cet accord permettra de limiter le réchauffement de la planète en prélude à la COP28 qui se tiendra en novembre prochain à Dubaï. Et puis Chamine Namuya, une jeune femme ougandaise, recycle les déchets plastiques en cartables et sacs à dos dans le but de lutter contre la pollution plastique dans ce pays. À découvrir dans un instant. C'était tout pour les titres. Place au développement. Les natifs du Grand Cloto en opération de reboisement pour soutenir la politique gouvernementale de reboisement. Sur le site de l'hôtel 30 août à Kbalimi, l'association des natifs du Grand Cloto a donné le ton pour le lancement officiel de la mise en terre de 10 000 plants dans le Grand Cloto. Alessandra Adekambi pour plus de précisions. L'opération de reboisement organisée ce samedi 29 juillet par l'Association des natifs du Grand Cloto vise à aider le gouvernement dans sa politique de reboisement. À cette occasion, la cérémonie a réuni la population de Cloto, les autorités administratives, religieuses, responsables de la Direction nationale de l'environnement, les membres et sympathisants de l'association. Cette initiative s'inscrit dans la droite ligne des propos du chef de l'État, Faure Gnassingbé, qui invite tous les Togolais à planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. La population du Grand Cloto a planté au total 10 000 plants répartis dans 4 préfectures du Grand Cloto. L'initiative fort louable a exhorté la population à entretenir les plants mis en terre. Pour atteindre son objectif, le gouvernement entend soutenir toute activité de reboisement initiée par les communes, les organisations non gouvernementales et bien d'autres. Chaque Togolais est donc invité dans les activités de reboisement pour qu'ensemble les objectifs soient atteints. En France, 2 nouveaux dispositifs permettent de détecter les départs des feux à plus de 20 km. Il s'agit des caméras capables de localiser très tôt et à distance le déclenchement des incendies. Les explications dans ce commentaire de Rafitou Berekou. Dans le but de lutter contre les feux de forêt et réduire les incendies qui sévissent dans le pays, de nouveaux dispositifs permettant de prévenir les départs de feux sont mis en place en France. Il s'agit des caméras détecteurs des départs des feux de forêt. Ce réseau de caméras installées en hauteur consiste à surveiller la forêt depuis les pylônes ou des châteaux d'eau dans le sud du pays. Elles peuvent identifier une fumée à 20 km de distance. Sur leur écran, les alertes tombent toutes les 10 secondes, déclenchées par la méthode alimentée par ces caméras, postées pour certaines à 70 mètres de hauteur. L'appareil est vendu pour détecter les fumées qui dépassent la hauteur des arbres. En plus, on peut aussi détecter des feux de culture, des feux de récolte, des feux de débroussailles, a souligné le lieutenant-colonel Marc Ralu, sous-directeur des moyens opérationnels des pompiers de Sartre. Avec ces 16 caméras, on surveille l'ensemble des massifs forestiers sartois, a-t-il ajouté. Installées depuis 2 ans, ces caméras ont coûté au département de la métropole du Mans un montant à hauteur d'1 million d'euros. En cas d'appel, les caméras sont capables de détecter les feux très tôt ou les localiser à 10 mètres, ce qui permet d'adopter les moyens, a expliqué le capitaine Florent Rey. La Sarthe a subi les effets du réchauffement car l'intensité des feux aujourd'hui est plus élevée. Néanmoins, la France a vu ses premiers gros départs d'incendie, notamment dans les Alpes-Maritimes, en Corse ou encore dans les Bouches-du-Rhône, grâce à ces dispositifs de prévention des feux. Les ministres de l'Environnement du G20 visent un accord pour limiter le réchauffement climatique. Au cours d'une rencontre qui se tient à Madras en Inde, des discussions sont en cours pour trouver des approches de solutions sur le changement climatique à quelques mois de la COP28. Plus de précisions avec Vivas Amana.
Les ministres de l'environnement du G20 sont mis au défi de parvenir à des accords pour faire face au changement climatique. C'était lors d'une rencontre tenue à Madras en Inde que les responsables environnementaux se sont penchés sur les sujets cruciaux comme le financement de l'adaptation au changement climatique. Les discussions ont porté également sur la biodiversité et les principes devant régir les activités maritimes. Les 20 économies les plus développées de la planète espèrent au terme de cette rencontre signer des accords qui permettront de limiter les émissions de gaz à effet de serre qui sont la principale source du réchauffement climatique. Cette rencontre dans la ville indienne de Madras intervient suite à l'échec d'un accord des ministres de l'énergie du G20 quelques jours plus tôt. En effet, les gros producteurs pétroliers ont imposé une résistance à une transition énergétique rapide. Les économies du G7 devront répondre à la demande de nombreux pays en développement. Un important financement de 4 000 milliards de dollars sera débloqué pour compenser l'impact du réchauffement climatique sur les secteurs comme l'agriculture et l'énergie. Toutes ces dispositions sont prises en prélude de la COP28 de Dubaï prochain qui s'annonce dans la ville émiratie. Les pays de l'Afrique de l'Ouest sont privés d'une grande partie de leurs ressources halieutiques. Cela est dû à l'utilisation des poissons pour produire des farines et huiles destinées aux industries européennes et asiatiques. Cette situation a des conséquences sur l'environnement, la santé des populations et sur l'économie. Plus de précisions dans le commentaire qui suit. Les producteurs de farine et huile de poisson destinés aux industries européennes et asiatiques privent les populations d'Afrique de l'Ouest d'une part importante de leur alimentation et contribuent au pillage des ressources halieutiques. C'est ce qui ressort d'un rapport publié par Greenpeace. Chaque année, 500 000 tonnes de poissons qui pourraient finir dans l'assiette de 33 millions de personnes sont transformées en farine et huile de poisson pour des secteurs comme l'aquaculture, l'agriculture, compléments alimentaires, produits cosmétiques et pour les bétails. Les principaux destinataires de ces produits sont les pays de l'Union européenne et de la Chine. Cette production industrielle a aussi des répercussions sévères et négatives en matière environnementale, socio-économique et sur la santé humaine. En Mauritanie, de nombreuses plaintes sur des maladies chroniques et des problèmes liés à l'asthme ont été enregistrées, en même temps que les dommages environnementaux dans des zones proches des usines. Ces situations affectent beaucoup les femmes qui font du poisson fumé, salé et séché qu'elles écoulent sur le marché local. Greenpeace appelle les pays africains à arrêter la production de l'huile et farine de poisson et à donner la priorité à la consommation humaine des produits de pêche. En Ouganda, une jeune femme entrepreneur a eu l'ingénieuse idée de transformer les sacs plastiques en cartables et sacs à dos. Cette initiative de recyclage permet de lutter contre la pollution plastique dans ce pays. Les détails dans ce commentaire. L'Ouganda produit environ 600 tonnes de déchets plastiques par jour. Dans la décharge de Kitezi, située à la périphérie de Kampala, on retrouve la plupart des déchets plastiques de la région. Plus de la moitié finit dans les terrains vagues, des cours d'eau ou des parcs. Le reste est recyclé grâce à des entreprises comme celle de Chamine, Nualima, qui transforment les sacs plastiques en cartables. Le problème est réellement grave, puisque le taux de recyclage en Ouganda n'est que de 1%. Il n'y a pas de solution qui puisse résoudre le problème du plastique. Et pourtant, nous avons beaucoup d'entreprises qui produisent du plastique, mais nous en avons peu qui le recyclent ou qui lui donnent une seconde vie. Cette jeune femme entrepreneur a grandi dans l'un des plus grands bidonvilles du pays. Elle a vu les dégâts que peuvent causer les déchets plastiques sur l'environnement. Dans son entreprise, les sacs plastiques sont d'abord lavés, séchés puis repassés avant d'être cousus pour en faire des cartables. Une fabrication locale et durable. Il faut environ 15 sacs plastiques pour fabriquer un cartable. Nous l'amenons ensuite dans notre premier centre de production où nous fusionnons le plastique pour obtenir un matériau durable comme celui-ci. Matériau que nous coupons ensuite pour obtenir les sacs qui deviennent des sacs plus tard comme celui-ci. Voici donc notre cartable. Il est imperméable, résistant, durable et fabriqué localement à la main.
La Guayave Junior School a été l'une des premières écoles en Ouganda à utiliser les sacs à dos fabriqués par l'entreprise de Chamine et du plastique. L'école les a achetés et offerts à ses élèves qui désormais sont devenus des ambassadeurs de la lutte contre les déchets plastiques. Lorsque les enfants rentrent chez eux, ils disent à leurs parents « Non papa, non maman, ne jetez pas partout ces objets en plastique parce qu'ils sont vraiment utiles. Regardez le sac que j'ai. » C'est très intéressant à tel point qu'ils vont faire passer le message à leurs parents pour qu'ils ne jettent pas de plastique partout. Malgré les interdictions répétées du plastique depuis 2019, l'Ouganda peine à mettre la population au pas. Les initiatives de recyclage comme celle de Chamine sont donc les bienvenues, même si elles ne suffisent pas à faire face aux problèmes. L'Égypte est confrontée au problème de la crise énergétique, conséquence de la canicule. Pour faire face à la consommation énergétique croissante, une série de mesures a été annoncée par le Premier ministre Moustapha Al-Madbouli lors d'une allocution télévisée la semaine dernière. Faisons le point avec Rafietou Biriko. Pour faire face à la consommation énergétique croissante provoquée par la vague de chaleur intense qui sévit dans le pays, l'Égypte a annoncé la semaine dernière une série de mesures parmi lesquelles les coupures d'électricité planifiées d'1 ou 2 heures par jour au maximum, a souligné le Premier ministre Moustapha Al-Madbouli lors de son allocution. Ces coupures vont se prolonger jusqu'à la fin de la vague de chaleur actuelle, marquée par des températures ayant dépassé les 45 degrés dans certaines parties du pays. Une partie de ces mesures est déjà mise en vigueur par le gouvernement la semaine dernière, exhortant la population à ne pas utiliser les ascenseurs à certaines heures de la journée. Malgré les efforts du gouvernement face à la situation, les populations affichent des réactions de mécontentement car ces derniers estiment que les coupures sont plus que prévues. Ainsi, pour soulager les réseaux électriques, une politique de télétravail est adoptée en faveur des fonctionnaires n'ayant pas de poste en contact avec le public. Ils vont travailler chez eux 1 jour par semaine à compter du 6 août pour une durée d'1 mois, selon le Premier ministre Moustapha Al-Madbouli. Il invite également le secteur privé à en faire de même. En 2013, l'Égypte avait connu une crise similaire occasionnant de colère chez les populations suivie des manifestations sous la présidence de Mohamed Morsi avant sa destitution par l'armée. Les autorités égyptiennes avaient eu un accord avec l'Allemand Siemens pour la construction de 3 grandes centrales électriques à hauteur de 6 milliards d'euros dans le but de doubler la production électrique du pays, mais l'Égypte est depuis lors confrontée à l'épuisement de ses réserves de change et à une dette croissante aggravée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les canicules et incendies s'abattent sur toute la planète. Cette situation marque l'état alarmant et dangereux du réchauffement climatique. De la Grèce aux États-Unis, en passant par la Chine et le nord de l'Afrique, des actions sont en cours pour limiter l'utilisation des énergies fossiles, principale cause du réchauffement. Le commentaire est signé Vivas Amana. Les dieux de la chaleur sévissent de partout sur la Terre et les conséquences ne cessent de se constater sur tous les continents. Une conclusion d'une analyse du consortium scientifique World Weather Attribution révèle que les vagues de chaleur extrêmes qui sévissent actuellement sur toute la planète ne sont plus rares et vont se multiplier et s'intensifier à l'avenir. De l'Europe du Sud aux États-Unis en passant par la Chine et l'Afrique du Nord, les canicules de ce mois de juin seraient quasiment impossibles sans le réchauffement causé par l'homme. En effet, les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine sont principalement la cause du réchauffement de la planète, ce qui entraîne des phénomènes météorologiques extrêmes sur la Terre. Alors que la Grèce suffoque sous les incendies depuis plus d'une dizaine de jours, les cultures espagnoles perdent leur éclat et leur fraîcheur, pendant que les populations du nord de l'Afrique se dirigent vers les cours d'eau pour supporter les fortes températures. Ces situations ne sont pas surprenantes selon les climatologues. Frédéric Otto, climatologue au Graham Institute de l'Imperial College de Londres, affirme que le monde n'a pas cessé de brûler les combustibles fossiles et le climat continue de se réchauffer et les vagues de chaleur deviennent de plus en plus extrêmes. L'alerte est de nouveau lancée pour limiter l'usage des énergies fossiles et se tourner vers les énergies renouvelables pour sauver la planète des dangers environnementaux qu'elle subit actuellement depuis quelques années.
L'Organisation météorologique mondiale a déclaré la semaine dernière que l'humanité est entrée dans l'ère de l'ébullition climatique. Après 3 semaines inédites de surchauffe des mers et de canicules sur 3 continents, ces événements sont un avant-goût de l'avenir climatique de la planète. Les détails avec Alessandra Adekombi. La Grèce est en partie ravagée par les flammes, de même que le Canada qui est victime de terribles inondations. L'Europe du Sud, l'Afrique du Nord, le sud des États-Unis et une partie de la Chine sont également victimes d'une chaleur écrasante. Les signes visibles du réchauffement climatique d'origine humaine se manifestent en simultané. L'ère du réchauffement climatique est terminée, place à l'ère de l'ébullition mondiale. Au pays de la climatisation, New York est en alerte pour sa première canicule de l'été, l'humidité de l'air accentuant le caractère étouffant de la chaleur extrême météorologique subie par des millions de personnes en juillet ne sont que la dure réalité du changement climatique et un avant-goût de ce que nous réserve l'avenir. Il ne s'agit pas seulement de s'adapter, mais de reconnaître qu'il s'agit de la crise la plus grave à laquelle notre civilisation ait jamais dû faire face. Les patrons de la COP28 et de l'ONU Climat ont d'ailleurs appelé le G20, qui représente 80% des émissions de l'humanité, à donner un signal clair pour accélérer la décarbonation de l'économie mondiale. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Green TV International.